Bonjour à tous, bienvenue à Prototype, donc une première édition d'un salon qui est organisé par la French Craft Guild, je le dis bien pour une fois. Donc un salon qui est dédié au savoir-faire et à l'innovation. Vous avez pu voir, ou vous allez pouvoir voir après, une quarantaine de prototypes dans les étages. Et l'idée, c'est qu'on y montre des essais, des recherches en cours, parfois des produits extrêmement finis, même pour la plupart. Et l'idée de ce talk, c'est de s'intéresser au lien entre les EPV et l'innovation, en se disant que la recherche n'est pas un domaine réservé à l'industrie, à des laboratoires, mais que les EPV, dans les EPV, elle peut aussi s'incarner dans le geste. Et pour ça, j'ai autour de moi trois représentants de trois EPV extrêmement différentes, qui ont en commun ce label, qui ont en commun une pratique assumée de la recherche et surtout une capacité à la rendre tangible, visible, voire sensible, à travers des prototypes que vous pourrez voir, qui sont exposés aux étages supérieurs. Donc, autour de moi, j'ai donc André Fante, directeur de l'innovation pour Guenry 91, et qui est designer également. Donc Guenry 91, c'est donc une maison qui est une maison artisanale mais de luxe, qui est au croisement de la gainerie, de la marqueterie, de la menuiserie et du packaging. Est-ce que c'est bon jusque-là? L'innovation, elle est pensée, elle est vraiment stratégique. C'est un élément important du développement stratégique de la maison. Elle est au service des métiers, elle est au service du marché. Ça, on reviendra là-dessus. Et c'est un pôle qui est structuré, qui est aussi en développement, que vous allez nous raconter. Donc, chez vous, notamment dans la relation aux matériaux, on ne cherche pas spécifiquement à créer des matériaux, inventer des nouveaux matériaux, mais on cherche à les qualifier par le métier, et ça fait partie des démarches de l'innovation. Je tiens à dire qu'en fait, André, tu es ici présent avec une double casquette. Je disais que tu étais designer, donc tu es un designer qui a travaillé avec François-Xavier Richard dans le cadre du duo Noir Vif, avec Guillaume qui est dans la salle, il me semble, oui. Et pour les ateliers d'OFAR, François-Xavier, alors je reprends mes petits papiers, fondé il y a 25 ans. C'est ça? Est-ce que c'est juste si je vous présente comme un héritier et un réinventeur du papier peint à la planche? Oui. Ok. Donc, vous allez nous expliquer combien l'atelier est aussi un lieu de mémoire, un lieu de transmission très important, et en même temps un laboratoire d'expérimentation, que ce soit avec des collabs internes, des collabs externes ou en interne aussi, mais qu'à chaque fois, l'innovation, elle est vraiment prospective, elle est, on peut dire, discrète dans le sens secrète. Elle n'est pas forcément liée à une commercialisation ou à un événement de communication, une mise en avant communicative de l'atelier, mais en fait, elle est vraiment intimement liée au geste. Toujours, c'est la base indispensable à toute l'innovation dans vos collaborations. Et c'est dans un dialogue constant de ce geste et des usages contemporains. Donc, parfois inattendus, comme le chauffage. C'est le prototype que vous pouvez voir à l'étage et sur lequel on va revenir pendant la discussion. Voilà. Et puis, Cogitech, Sylvain. Vous êtes artisan, ingénieur à la frontière. Vous avez vraiment... on pourrait faire une conférence sur la création de Cogitech, parce que moi, ça m'a passionné dans les échanges. Vous venez de... C'est vrai, c'est un parcours qui est très intéressant. Vous nous en parlerez peut-être un peu. Vous venez vraiment du monde du transport à la base. Et en fait, Cogitech, c'est vraiment, d'après ce que j'ai pu comprendre, vraiment son moteur, c'est d'être à la croisée de l'ingénierie, du design et de l'art.
Vous revendiquez un artisanat contemporain où la matière est vraiment un terrain d'expérimentation permanent. Pour vous, le numérique, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, ça ne remplace pas le geste, ça l'augmente. C'est vraiment un parti pris qui est très, très important. Chez vous, la recherche, elle passe autant par l'exploration formelle que par aussi la formulation de matériaux. Vous allez nous parler de votre laboratoire, sachant que vraiment la recherche et développement est au cœur de votre modèle économique, en fait. Donc, j'espère que c'était assez juste. Je vais peut-être juste vous laisser commenter 2-3 petites images avant de rentrer dans la présentation plus poussée de vos prototypes. Sur l'explication, peut-être revenir en complément de ma présentation sur le fondement, l'ADN de votre structure. Oui, alors bonjour à tous. J'avais choisi ces images qui sont pour montrer en fait on travaille dans des univers très différents. On a une intervention, enfin un projet qu'on a fait avec l'agence Moitié Rivière au musée des Arts Décoratifs, musée Borelli à Marseille, où on a travaillé sur du mobilier et des plafonds qui ont été développés en matériaux composites, sur lesquels on a travaillé sur des lacs. C'est des plafonds qui sont un peu déformés et qui sont fabriqués 100% en atelier et qu'on est venu installer un peu comme des lustres sans toucher en fait le bâti existant. Donc ça, c'est une intervention plutôt liée à l'architecture. On a du mobilier collectif ou du mobilier exploratoire que vous avez avec une table qu'on a dessiné en bois avec un piétement un peu particulier qu'on a usiné au robot. Et des lampes, une lampe par exemple qui est faite en papier japonais. Donc c'est une technique qu'on s'est réappropriée. On a expérimenté en fait le moulage, des liants différents. Voilà. Donc c'est ces deux images qui sont qui racontent des choses différentes, mais c'est notre quotidien. Et qui raconte aussi votre équipe, qui est extrêmement éclectique. Alors, on a une équipe, effectivement, alors je peux rentrer un peu dans le vif du sujet, mais alors déjà, juste pour comprendre en fait le parcours, c'est que moi, j'ai travaillé dans une petite entreprise qui fabriquait des avions, donc on était une vingtaine et on fabriquait des avions de A à Z. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'ai un profil plutôt technique, mais matière. Et cette expérience qui a duré 5 ans, j'ai vu en fait j'ai vu des matériaux rentrer dans l'atelier et en bout de chaîne, on faisait un avion avec rien, juste avec des gestes, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas de commande numérique, il y avait des tourneurs, on faisait du moulage, on faisait de la peinture, il y avait des menuisiers. Et ça m'a vraiment alimenté. Et quand j'ai créé Cogitech avec mon associé Olivier Méplon, donc c'était en 2000, on a 25 ans également, on avait en fait gardé cette transversalité dans les métiers, des choses qui s'alimentaient. Et on était un peu entre l'artisanat et l'industrie, et on a toujours eu en fait du mal à nous définir. Moi, je me sens pas artisan. Je dis artisan-ingénieur tout simplement parce que dans l'équipe, il y a des artisans et des ingénieurs, et que c'est un fait. Mais on a toujours eu du mal à rentrer dans les cases. Voilà. On a une deuxième. Alors ça, c'est des objets en fibre de carbone. Donc, on travaille des matériaux très différents. On va travailler des matières comme la fibre de carbone pour faire du mobilier. On a eu des collaborations avec des designers de renom comme Mark Newson ou Martin Zekeli, où on a produit en fait du mobilier qui est commercialisé et qui sont même dans des grandes collections maintenant. Vous travaillez beaucoup avec des designers. Oui. Nos clients sont des marques de luxe, des galeries de design et d'art. Et en fait, après, on a des collaborations avec toutes sortes de créatifs où on les accompagne très en amont des projets en leur proposant des matières, des finitions et surtout un processus. Parce qu'en fait, nous, au-delà de la matière, oui, la matière permet de rentrer en contact et on commence par là. Mais en fait, maintenant, on questionne beaucoup plus un processus complet parce qu'une matière, on peut la transformer de plein de façons différentes. On peut lui donner, on peut la valoriser de plein de façons différentes. Autour du bois, aujourd'hui, qui n'est pas une matière innovante, il y a plein de choses innovantes qui se font. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse le plus. D'accord.
On va revenir après sur le prototype et puis sur la structuration de la recherche. On va passer à Guenry pour présenter rapidement. Il y avait deux images en fait qui étaient assez parlantes pour présenter l'activité, cette activité. Oui, alors, héritage. Bon, oui, alors Guenry, c'est une vieille maison, hein, c'est 60 ans, hein, Guenry. Donc une maison très traditionnelle, des savoir-faire traditionnels, de Guenry, maroquinerie, enfin tout ce que tu as énuméré. Mais à chaque fois du mouton à 5 pattes, c'est-à-dire deux pièces singulières. Enfin, la tête de rhinocéros qui est là, qui est faite avec une seule pièce de cuir. Ça, c'est un vieil exemple, mais qui montre effectivement. Voilà, ce sont des pièces un peu singulières. On ne discutera pas du registre ici, mais en tout cas, la pièce est singulière. Et donc des pièces, on va dire des monotypes, mais jusqu'à des séries de 100 000, 200 000 pièces. Voilà. Donc c'est faire ce grand écart entre ces types de fabrication et en résolvant des problèmes à chaque fois. C'est-à-dire que chaque projet est un projet différent. Alors ça fait pas forcément de l'innovation, mais ça montre une capacité à régler des problèmes. Et ça, c'est une tournure d'esprit qui est quand même qu'on rencontre souvent, je pense, chez ce genre de structure. Et c'est très vitalisant et surtout, c'est la porte ouverte à l'innovation. Donc l'innovation, c'est assez récent chez Guenry, ça, on va dire 2-3 ans. Maintenant, ça fait partie d'un pilier du groupe affiché. Et ça se traduit par une direction de l'innovation, mais qui dialogue avec les designers en place, avec l'atelier. Il y a beaucoup d'expérimentation sur place et beaucoup de partenariats. Parce que, comme tu le disais, il y a beaucoup d'innovations qui viennent notamment des progrès qui sont faits en matière, en nouveaux matériaux, nouveaux processus de transformation, nouveaux procédés de transformation. Et là, vous venez en appui. Ça, c'est pas nous, bien sûr, mais là, avec les bons partenaires, il s'agit, quand des nouveaux matériaux émergent, de savoir comment on peut les qualifier selon les métiers internes au groupe. Est-ce que ça se pare, est-ce que ça se colle, comment, etc. Est-ce que ça se refend, Et là, il y a un partenariat qui se noue et ça peut donner lieu ensuite à des exclusivités, par exemple d'exploitation, des choses comme ça. C'est quasiment un rôle d'étude, de bureau d'études dans ce cas-là, sur certaines collaborations avec vos clients. Plus ouvert que le bureau d'études et peut-être moins rigoureux au départ. Il ne s'agit pas de mettre en on n'est pas sur la plan, caractérisation, mais de dimensionner, ce qui serait le propre du bureau d'études. Il s'agit plutôt d'explorer à ce stade-là et de se perdre, mais de se perdre momentanément, parce qu'il ne faut pas perdre de vue la finalité de l'innovation, qui est quand même de trouver une exploitation, c'est-à-dire soit sur un marché, soit en interne, soit intégrer des savoir-faire, mais une exploitation en tout cas. Vous n'êtes pas sur la caractérisation de la matière, ça on est d'accord? Pas vraiment, pas Vous êtes sur la qualification, c'est ça? Oui, qualification, sur l'usage et sur les possibilités d'appliquer des techniques dessus. Oui, des techniques métiers, des savoir-faire, des couteaux particuliers. Est-ce qu'effectivement ils découpent proprement telle ou telle matière, tel cuir, tel substitut au cuir, par exemple. On va voir la deuxième. Alors ça c'est un exemple. Alors ça c'est intéressant. C'est une matière. C'est un partenariat avec la recherche scientifique. L'Institut des mines d'Alès, qui a développé un matériau à base d'alginates. Et sans rentrer dans le détail, les alginates sont auto-agglomérants. Et alors ça, c'est vraiment splendide, parce que ça veut dire qu'on peut, si on moule cette matière-là et qu'on met en fond de moule, ici c'est un tissu de lin, mais on pourrait imaginer plein d'autres choses, du bois, du papier, etc. Il y a une cohésion, on fait un sandwich naturellement sans ajouter de liant. Donc, pour des raisons d'impact environnemental évidentes, c'est des matières qui sont très, très intéressantes à mettre en œuvre. Donc ça, c'est une matière unique, c'est une mousse d'algues rigide, unique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a apporté à Guenry 91, je dis on, parce que ça, c'est vraiment l'agence de design Noir Vif, c'est-à-dire Guillaume et moi, qui avons apporté ça à Guenry il y a plusieurs années maintenant, avant que j'intègre et que je les aide sur l'innovation. Sur l'innovation, d'accord. On va s'intéresser à l'histoire et l'organisation de la recherche chez Atelier Dauphard. Donc vous me disiez que 25 ans, mais aujourd'hui il y a aussi les enfants qui sont présents. Il y en a d'ailleurs un, je crois, qui est ici. Oui, qui est passé. Oui. Donc comment en fait
comment vous avez intégré cette recherche, ce principe d'innovation dans vos projets? Peut-être rappeler déjà l'activité de base, en fait. Oui, nous au départ, en fait, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le papier peint à la planche. En fait, c'est pas volontaire, la recherche, c'est une sorte de sixième sens, mais c'est pas forcément toujours réfléchi. Je me rends compte avec le temps que je suis presque un peu une sorte d'archéologue de l'innovation, avec des savoir-faire qui ont existé. Et de les faire ressurgir devient potentiellement une innovation, mais plus d'un point de vue sociétal, pas forcément technique, quoique on apprend plein d'éléments techniques de ce qui s'est passé avant nous. Et par exemple, une chose qu'on apprend qui est parfois assez agréable, c'est que beaucoup de choses sont déjà dans la nature. Et ça a été par exemple le fruit d'une recherche. Si vous passez même déjà directement à la deuxième slide, on a redéveloppé une matière qui s'appelle le carton-pierre. Donc je ne peux pas m'approprier l'innovation d'une certaine manière de cette matière, bien que quand on a une recette ancienne, on doit faire un gros travail de recherche. Moi, ça m'a pris 1 an et demi pour retrouver une propriété qui m'intéressait beaucoup dans cette matière et dont on n'a pas d'égal dans des matériaux composites actuels, par exemple, qui est une matière qui peut être souple comme le cuir quand elle est mouillée et dure comme la pierre en séchant, et elle peut changer plusieurs fois d'état. Et ça, c'est un truc assez magique, et donc ça a été beaucoup l'attrait pour cette dimension-là qui a fait qu'il y a eu cet important travail de recherche. C'était aussi une innovation par rapport à des préoccupations, là encore sociétales, de recyclage, d'écologie, où il fallait réfléchir à une manière de recycler des chutes, en l'occurrence le chute de papier, puisque dans le carton-pierre, il y a une partie importante de papier. Donc voilà. Alors avec le papier chauffant, on en parlera tout à l'heure, évidemment, ils m'ont emmené dans d'autres, c'est eux qui sont venus quand même me chatouiller avec cette histoire-là. Il y avait la question du papier, mais bon, on va en reparler. Donc l'innovation, c'est pas au départ une intention, mais c'est il y a un moment donné, si on veut obtenir aussi certaines choses, on va à l'innovation, parce qu'on sait très bien que dans l'innovation, il y a plein de notions d'autonomie, il y a des notions d'efficacité, il y a ce qu'on appellerait aussi des circuits courts, etc., des choses où on va être beaucoup plus efficace que quand on va essayer d'appliquer certaines choses. Et dans le papier peint, ça se prouve aussi. On peut faire des petites fabrications. On est dans le luxe parce que ce sont des fabrications vraiment sur mesure. Et on n'est pas forcément perdant au regard de l'industrie. C'est juste des choix de vie peut-être, des choix de consommation, des choix d'autres niveaux. Donc nous, l'innovation, c'est beaucoup une innovation sociétale. Et là aussi, ça a été une découverte comme un archéologue qui déniche quelque chose. C'est que j'ai appris, je ne savais pas avant, que le papier peint comme le carton-pierre ont été deux matières qui ont permis de démocratiser le décor, donc qui ont un enjeu sociétal très important. C'est qu'on a permis à des gens de décorer leur maison et d'aborder un certain mode de vie grâce à ces matières, grâce à ces savoir-faire qu'on n'avait pas nécessairement avant. Donc on voit déjà trois approches assez différentes et complémentaires. On va peut-être passer maintenant, rentrer dans l'explication des prototypes que vous exposez, que vous pourrez voir ensuite si vous ne les avez pas vus après la conférence. Et on va commencer par Genri et le buste présentoir. Oui, alors ça, c'est donc peut-être qui est à l'étage, hein, donc qui est à l'étage, qui est présenté là-haut. Donc ça, c'est peut-être un exemple assez simple finalement d'innovation de transfert. C'est-à-dire le buste de vitrine. Je pense que tout le monde le connaît, le buste pour support de parures, de bijoux. Là, l'idée, c'est de répondre à 2 besoins. Le premier besoin, c'est un besoin d'éco-conception, c'est-à-dire de réduction de l'empreinte de ce genre d'objet qui est remplacé assez fréquemment au gré des décors de vitrine, des événements, de saison, etc. On a parlé de packaging, etc. tout à l'heure, d'objets, oui. Mais vous faites aussi des... Genri fait aussi de la PLV et du décor de vitrine. Bon, c'est 2 métiers qui sont historiquement assez liés quand même.
Et cet objet-là est un objet qui se remplace très fréquemment. Et là, l'idée, c'est de remplacer simplement l'enveloppe de l'objet, la peau de l'objet. Alors, pour ça, on a fait un partenariat avec une entreprise française en Bretagne qui fait du tricot 3D. Donc, tricot 3D, ça, c'est une technologie qui est bien à maturité maintenant, depuis une dizaine d'années. Mais là, l'idée, c'est la rencontre entre ce domaine-là qui est plutôt dans l'objet, hein, et ce domaine textile. Alors, il y a un vocabulaire à trouver, un commun, il y a un peu un effort de traduction à faire au début, mais ça, c'est vraiment intéressant. Et là, c'est un tricot qui a exactement la forme du buste, qui permet de donner l'illusion d'une enveloppe collée, gainée, véritablement, mais qui ne l'est pas et qu'on peut remplacer, et qu'on peut adapter, qu'on peut broder, qu'on peut transformer. Là, le prototype que vous exposez, il est quasiment, il est prêt à être. Alors, pas tout à fait. On a joué le jeu du salon, c'est un état intermédiaire. L'état, on va dire, final est en préparation. Il est prêt pratiquement. Mais c'est un objectif chez vous de commercialisation. Oui, c'est un objectif commercial, oui, tout à fait. Et justement, peut-être, on en parlait légèrement tout à l'heure dans cette idée d'innovation, quand on préparait cet échange, tu me disais vraiment, nous, c'est essentiel de ne pas innover hors sol, en fait, d'être en lien. C'est tentant, hein, d'aller vers les trucs qui nous plaisent et qui nous intéressent, mais effectivement, c'est important d'éclairer le chemin avec des attentes clients, actuels ou futurs, hein, mais d'aller essayer de prendre cette température-là. Ça, c'est important parce que ceux qui s'intéressent au domaine de l'innovation savent très bien qu'il y a en gros 60-70% des innovations qui sont un échec parce que justement, il n'y a pas suffisamment de lien assez tôt avec le marché ou ce que sera le marché. Voilà. Alors, sur les secteurs de gainerie, ça c'est un critère important. Et cette quête-là d'aller trouver les bons sujets, ça c'est un truc qui est passionnant aussi. Alors, il y avait une conférence hier sur les comparaisons entre la France et l'Italie, et c'est un des points forts de l'Italie, je pense à Stefano, qui était mentionné hier, d'avoir cette innovation entrepreneuriale, en fait, qui répond à une demande et qui répond à un marché. C'est intéressant d'avoir ce lien-là peut-être après dans les questions. Donc, on va passer peut-être maintenant au prototype de Cogitech, qui a toute une histoire, que vous pouvez voir aussi à l'entrée. Donc effectivement, on avait décidé de participer au salon en présentant plutôt un processus que des objets. C'est-à-dire que là, le propos, en fait, c'était, on a décidé de questionner un processus en partant de l'IA et en allant jusqu'à un objet fini à la main et de voir en fait quelles étaient toutes ces étapes. Et on était souvent sollicité ces derniers temps pour parler de l'impact du numérique sur les métiers d'art. Et on ne sentait pas tellement. Alors, sur la partie fabrication numérique, tout ça, bon, là, on a une petite expertise. Mais sur la partie amont, création, utilisation de l'IA, on l'avait pas vraiment exploré, expérimenté. On ne se l'était pas approprié. Donc, on ne se sentait pas tellement légitime d'en parler. Donc, on s'est dit, on va lancer un projet d'étude chez nous qui a duré 6 mois, où on a décidé de prendre en fait une forme géométrique simple, un vase, et de faire varier en fait sa géométrie par le mouvement de l'eau. Donc c'était en fait une envie, on avait cette idée, cette intention créative forte qu'on essayait de garder tout au long en fait du chemin, de partir de cette idée, de faire mélangeant des outils numériques, d'arriver en fait à un fichier exploitable par une imprimante 3D, et ensuite reprendre cet objet à la main pour essayer de faire des finitions dessus qui permettent en fait d'en faire un objet sensible. L'idée de partir de l'eau, c'était on avait vraiment la volonté de garder quelque chose, de prendre une idée figurative
pour pas être dans quelque chose de trop froid et de trop tech, et d'essayer de garder cette sensibilité jusqu'au bout et de pouvoir voir si on allait y arriver. C'est-à-dire que pour nous, c'était pas une évidence d'y arriver. On a pris ça comme un projet expérimental et il n'y avait pas de finalité économique du tout. Il n'y avait pas d'enjeu et c'est quand on nous a invités à participer à ce salon, on s'est dit c'est super parce qu'on avait ça en cours et c'était l'occasion de présenter ce processus. En préparant en fait l'échange, tu me disais que ce qui était important, enfin c'était un peu une provocation, hein, j'extrais volontairement la phrase, comme une mauvaise journaliste, mais tu me disais, nous ce qui nous importe, c'est que la matière dite pauvre ou industrielle soit élevée à un niveau d'exigence muséale. En fait, alors je ne sais pas si j'ai utilisé tous ces mots-là, mais, en fait, oui, il y a quelque chose qui est très intéressant en fait en ce moment qui est en train de se passer, c'est que nous, on a quand même des demandes de clients, de maisons de luxe, qui nous demandent de fabriquer des objets qui sont dessinés avec l'IA. Mais c'est caricatural, c'est-à-dire qu'on a des objets qui sont complètement déconnectés d'une réalité physique et de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on se demande en fait comment on peut fabriquer un tel objet. Et alors ça vient confronter en fait cette expérimentation, mais pas plus tard que la semaine dernière, voilà, j'ai eu 3 demandes de grandes marques qui me proposent de réaliser des objets et qui sont pas des objets, enfin qui font partie d'un univers assez particulier, quoi. Parce que donc les fabriquer avec l'impression 3D, je dirais que c'est pas très compliqué. Il y a des compétences techniques, mais ce qui est compliqué après, c'est que est-ce que ces objets sont des objets de luxe? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On perd les codes des matériaux traditionnels, on perd les codes des savoir-faire. Donc, on peut se questionner à travers ces expériences-là, est-ce que ces vases, est-ce qu'en partant d'une matière, on est sur une matière plastique, enfin, je vulgarise volontairement, est-ce que la finition permet d'en faire un objet d'art? Est-ce que c'est un objet de luxe? Enfin, aujourd'hui, c'est une question qui est assez intéressante. Et nous, on pense qu'on peut faire des objets de haute facture, enfin, même avec des outils numériques, en sortant des codes des matériaux traditionnels. On a essayé de le faire un peu avec le papier. On a essayé de le faire avec des matières, des mortiers qu'on a détournés du bâtiment pour essayer d'en faire des objets haut de gamme, décoratifs. Donc, on pense qu'on peut y arriver. Ça questionne en fait, finalement, est-ce que c'est à l'artisan de se mettre, de s'adapter à ces nouvelles choses, ou est-ce que c'est à l'artisan d'intégrer ces outils-là à son niveau? Voilà. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on est percuté. Moi, j'ai pas de réponse. C'est que c'est une réalité. Ça vient percuter en fait nos façons de travailler, nos modèles économiques, nos relations qu'on a avec les clients. Ça percute plein fouet certains métiers de la création et de l'artisanat, et je pense qu'on vit une période qui est, voilà, ça brasse beaucoup de choses. Est-ce que sur ce prototype, enfin sur ces essais, tu peux vraiment revenir sur tu parlais de la finition et que ce soit qui est la main, hein, qui revienne. Est-ce que tu peux développer un petit peu quand vous obtenez une pièce imprimée en 3D, vous avez un morceau de plastique brut. Alors, nous, c'est vrai que l'impression 3D, c'est un sujet sur lequel on est en veille depuis presque 20 ans. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé voir une machine, ça devait être en 2005, quoi. Et en fait, ça m'a jamais séduit parce que je trouvais que la production des objets, elle était finalement assez pauvre. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec un truc, avec des couches. Voilà, c'est pas très intéressant, quoi. Donc, on n'avait jamais tellement investi en fait ces technologies-là. Et le marché, nos clients, on était amenés à développer ça parce qu'on se trouve confronté à des objets qui sont de plus en plus complexes et qui sont issus c'est-à-dire que tout le monde dessine avec le numérique. Il y a toute une génération de créatifs qui ne dessinent pas à la main, c'est-à-dire qui maîtrisent les outils numériques. Donc, on rentre dans des typologies d'objets qui, de toute façon, à un moment donné, on n'arrive plus à les faire avec les techniques traditionnelles. Donc, là où on a besoin, en fait, de rendre ces objets plus sensibles, plus beaux, c'est en réintégrant, en fait, de la finition manuelle, des savoir-faire, des patines, en réappliquant des choses. Et c'est ça qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui. Et c'est le début. Ces 4 vases, c'est vraiment le début, je pense, pour nous, en tout cas, d'un travail qu'on a à faire. La partie numérique, IA, etc.,
nous, on n'a pas tellement envie de se l'approprier, mais on avait besoin de comprendre. Il y a une chose importante qu'on a compris, c'est que si vous n'avez pas d'intention créative bien fondée et si vous ne tenez pas en fait cette ligne, vous vous faites vite embarquer par la machine sur des choses qui perdent leur sens. Et qu'on a par facilité, on a vite fait de se faire balader et obtenir des choses qui sont pas. Si vous voulez garder une idée, c'est un vrai, il y a une tension qui se fait. Il y a cette tension qu'on doit garder jusqu'au bout. Et là, les finitions que vous avez appliquées. Alors, on a projeté dessus différents. Donc, il y a des peintures chrome, il y a différents vernis. On les a patinés. Il y a du chrome noir. Enfin, chaque vase est différent, à la fois d'un point de vue formel. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'expérimentation, on a fait à peu près 500 fichiers. Et il n'y en a aucun pareil. C'est-à-dire qu'on obtient des objets assez curieux. On a travaillé avec l'air, le feu, pour voir, en fait, ça crée vraiment des choses assez intéressantes. On est resté là, on a voulu rester sur la thématique de l'eau parce que c'était déjà bien chargé. Et après, voilà, chaque pièce, on les a finies à la main. On est en train d'expérimenter plein de patines, de finitions dessus, différentes. Et voilà, c'est un travail plutôt de peinture et patine, ce qu'on fait dessus. Voilà. Merci. Donc, les 4 protos sont visibles. Et les 4 protos sont à l'entrée, à l'étage. Tout à fait. On va passer à une nouvelle donne sur le papier peint. Vous allez intervenir tous les deux. Un papier peint capable de chauffer une pièce par rayonnement. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet ? Alors, bon, je disais tout à l'heure qu'il faut savoir où on va dans l'innovation. Bon, il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Mais non, là, il y avait plus qu'est-ce qu'on peut dire, une intuition, enfin une envie d'aller explorer cette possibilité-là. Le propos, il est quand même relativement simple. C'est est-ce qu'on peut, avec un papier peint, chauffer une pièce ? Alors, l'enjeu, évidemment, c'est partout où on n'a pas envie de mettre un radiateur. Alors, ça peut être des lieux patrimoniaux, mais pas que. Hein. On peut imaginer aussi des lieux contemporains. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on arrive à apporter cette fonction-là au papier peint ? Mais évidemment, on ne va pas se refaire. L'exigence, c'était aussi une exigence qui soit d'ordre esthétique aussi. Enfin, je ne sais pas si on peut aborder le truc comme ça. Il y avait aussi un peu, c'est un des facteurs humains. On n'est pas dans l'IA du coup quand on est dans cette démarche-là, mais de frustration presque aussi d'avoir commencé à travailler sur un sujet. On a commencé d'ailleurs avec de la projection métallique et des technologies différentes, et on a réorienté dans cet objectif de chauffer une pièce, oui, ou en tout cas de créer l'atmosphère de température nécessaire pour éviter des systèmes de chauffage traditionnels, et tout ça dans une économie d'énergie, etc. Mais on est encore dans le début de cette recherche d'une certaine manière. Et concrètement, comment, vous parlez de projection de peinture métallique, etc. Comment vous avez associé un geste qui est en fait une réplique, enfin je schématise peut-être, mais c'est le principe du tampon. Hein, oui. Et comment vous avez pu garder cette connexion et comment justement le rayonnement techniquement, physiquement est fait ? On l'a gardé parce qu'on s'est un peu entêté aussi, parce qu'on n'a pas lâché tout de suite. André et Guillaume sont un peu venus me chercher parce qu'ils avaient un projet. Ils avaient, pour le prix Bettencourt, fait un projet autour de projection justement pour créer un système de cage de Faraday sur un couffin de bébé pour le protéger des ondes, ce qui était déjà sympa de leur part. Et vous êtes tous les deux, avec le studio. Guillaume et André, on se connaissait dans les couloirs de la fondation d'une certaine manière, mais on n'avait pas collaboré. Et vous avez tous été lauréats à des périodes différentes du prix de l'intelligence de la main, enfin d'une des catégories. Et toi 2019. Oui. Non, nous, moi, 2009, ça fait peur quand on dit ça. Mais bon. Et du coup, il y avait cette recherche devait se transformer, se poursuivre à travers le bois. Et bon, pour des raisons X ou Y, ça n'a pas pu se faire. Et là, ils se sont dit, bon, il y a le papier, il y a cet univers, il y a ce geste, il y a des tas de paramètres qui les séduisaient dans le fait de nous solliciter pour poursuivre cette aventure et ce projet. Dès qu'ils ont abordé le sujet de
de cette Peinture, conductivité, on va dire, mais c'est pas ça réellement qui est cherché, c'est vraiment l'idée de chauffer avec le papier peint. Tout de suite, moi j'ai répondu présent, et après la recherche, on fait des allers-retours, quoi. C'est pas un chemin linéaire et toujours très simple. Donc on a abandonné certaines pistes, et parce qu'on doit tenir compte dans la recherche aussi de contraintes techniques qui sont liées à nous, à des techniques traditionnelles. On ne voulait pas les lâcher, ces techniques-là. Je pense que c'était aussi dans cette préoccupation de ne pas faire de la création et de l'innovation à tout prix, et histoire de dire à la fin du projet, bah, ça y est, on a sorti notre petite innovation. Donc on sait aussi, on n'a pas encore répondu à toutes les questions, tout de suite poser la question du marché, mais de la faisabilité après de ce papier, comment on le colle au mur, comment il dure dans le temps, etc. Donc après caractériser aussi cet objet qui est issu de cette recherche et savoir s'il est viable à plein de niveaux. Et donc on est encore un peu dans cette phase-là, on peut le dire. Oui, de phase de... Alors, est-ce que c'est un prototype? Oui, c'est un premier exemple de mise en œuvre, presque en situation et fonctionnelle. Hein. Donc, on peut, je crois, parler de prototype. Ça marche. Basiquement, ça marche, ça alors, chauffe. Voilà. Et bon, c'est... Enfin, je ne sais pas s'il y a une image du résultat, parce que là, c'est les débuts. Là. C'est vrai qu'on parle beaucoup, mais on ne voit peut-être pas à quoi ça représente, à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, oui, de toute façon, le prototype est présenté là-haut, mais évidemment, ça veut dire énormément de contraintes, cette histoire-là. Il y a à un certain moment du graphisme qui va intervenir, mais sous contrainte. Du graphisme sous contrainte. Et justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce graphisme sous contrainte. Ça modifie, enfin, on a besoin du geste aussi. Vous m'aviez expliqué qu'il y avait toute une recherche aussi pour faire pivoter les tampons, etc. Enfin, pour garder la conductivité dans le... Après, on s'approprie les contraintes. Donc, effectivement, l'idée, c'était de pouvoir exploiter ce geste de François-Xavier, c'est-à-dire de marquer au tampon. Finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on a retenu à la fin, puisqu'on a utilisé un système de masquage, mais ça pourrait être adapté à du tampon. Enfin, il faudrait qu'on réfléchisse davantage là-dessus. Mais... Parce que le geste, ce n'est pas juste un mouvement. Le geste, c'est... Moi, j'aime beaucoup parler de l'intelligence de la main, parce que ça dit vraiment une chose importante. C'est la dimension de l'humain dans toute cette question-là, c'est-à-dire que, et moi c'est ce à quoi je suis très attaché, je pense aussi André et Guillaume, c'est que enlever dans l'équation de l'innovation l'humain, c'est enlever une belle machine qui marche quand même aussi très bien, parce que le cerveau humain reste quand même une belle machine. Par rapport à l'IA, elle peut faire des choses assez incroyables en rencontrant d'autres intelligences humaines, ce qui fait que, et puis surtout chargé d'histoire, de mémoire et de tas de choses. Et quand on est dans le geste, nous, on n'est pas juste dans le fait de faire le même mouvement. Ce qu'on appelle l'intelligence de la main, pour moi, c'est cette richesse entre la mémoire, l'intuition, l'écoute, l'observation, tous les paramètres qui vont faire qu'on va savoir réagir à ce qui va se présenter à nous. Pas forcément qu'avec des formules mathématiques. Et c'est là qu'est un peu, pour moi, le mystère insondable de l'humain, c'est qu'on va aller chercher des choses qu'on ne serait peut-être pas allé chercher autrement, soit parce qu'il y a une contrainte, soit parce qu'il y a une chose qui ne marche pas. Enfin, voilà, donc c'est aller puiser, pour moi, dans l'innovation aussi. C'est vraiment comme être confronté, quand on voyage et qu'on va vraiment à la rencontre d'une culture, c'est d'abord dans la découverte. C'est pas appliquer, nous, un truc qu'on veut absolument appliquer. Donc, oui, il y a eu des gestes et on n'y arrivait pas avec ce geste-là. Donc, on a été obligé de réfléchir à toutes les manières de procéder, parce que la température, le jour où on le faisait, le taux d'hygrométrie et des tas de paramètres qui sont mesurables, mais qui sont aussi des choses que l'intelligence humaine peut mesurer par l'intuition. Et c'est un peu ça, je pense, quand on va dans un atelier d'artisan d'art, de s'appuyer, de compter sur cette intuition et cette connaissance qu'a l'artisan, qui est enrichi une fois encore, de mémoire et de ce qui s'est passé, de ses propres expériences, etc. quoi. Donc, là, moi, j'aimerais juste insister sur ce truc-là, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais un côté un peu archiviste ou archéologue, je ne sais plus comment tu as dit, mais bon, moi, il faut voir la capacité d'implication chez un artisan d'art, enfin en l'occurrence là, Atelier Dauphard, mais c'est-à-dire la capacité, je pense, à avoir vraiment à un certain moment
peut-être brièvement, mais en tout cas l'esprit de chercheur. Parce que ce qu'il ne dit pas, c'est les recherches de nouvelles sauces, de nouvelles compositions, de recettes pour pouvoir faire on imprime quelque chose qui est conducteur. Bon, d'accord, mais donc on met des nanopoudres de carbone, on essaye tout un tas de trucs. Donc ça veut dire presque des plans d'expérience si on employait des mots d'ingénieur. Hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire cette capacité à aller explorer vraiment des paramètres opératoires en essayant. Voilà. Ça, alors, ça ne peut pas durer des années. Hein, je pense que contrairement à ce que pourrait faire un centre de recherche. Mais par contre, sur un coup de rein, c'est-à-dire sur un élan comme ça, sur quelques mois, hein, là, l'objet le projet dont on parle, c'est en gros 9 mois ou moins d'une année. Donc ça donne un peu une idée de l'investissement qu'il faut, y compris l'investissement financier, parce qu'il faut peut-être rappeler quand même qu'on a été soutenu par la Fondation Bettencourt pour ce sujet-là. Voilà. Mais voilà, donc recherche du côté artisan, recherche du côté designer, parce qu'il a fallu faire énormément de recherche graphique, ça on peut imaginer aussi, on l'imagine peut-être plus facilement. Mais côté artisanat, ça veut dire vraiment ce travail de laborantin presque. Hein. Et puis une remise en cause des gestes qu'on a l'habitude de faire. Et nous, ça a été le cas avec le carton-pierre, par exemple. Et c'est pas toujours facile dans un atelier où vous avez des collaborateurs de faire comprendre qu'on va changer certains gestes, qu'on va changer certaines choses, surtout dans l'expérimental, parce que l'expérimental, ça vous donne pas tout de suite un objet parfait qui fonctionne, etc. Et moi, le carton-pierre, j'ai tellement entendu au début pendant des mois, bon, avec ton carton-pâte, là, tu commences à nous fatiguer, nous, on a des vrais chantiers, des vrais trucs à faire, que voilà, il y a aussi cette réalité avec laquelle on doit travailler, et ça a été Donc, c'est pas continu, linéaire, parfait, l'innovation, comme dit André, c'est des espèces de fulgurances, c'est des moments où ça ne marche pas, des moments où on doute, etc. Ça paraît être un peu une évidence, mais c'est un facteur important, humain, de l'innovation. Donc, ce n'est pas un truc qui est si évident. On va peut-être, Sylvain, revenir sur la structuration en fait, de la recherche, du laboratoire dans vos organisations. Je pense à notamment la mise en place du labo Materia, c'est ça ? Alors, en fait, nous, tu parlais de recherche scientifique. Nous, on fait du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation. On a commencé le crédit impôt recherche en 2009. Donc, en développant, on a beaucoup collaboré avec le groupe Lafarge, avec Saint-Gobain, en travaillant sur des plâtres techniques, on a travaillé sur des bétons ultra techniques, etc. Et on a vraiment, on a fait un FUI, donc un projet de collaboration avec Saint-Gobain, avec l'école des mines de Saint-Étienne, des laboratoires à Lyon, etc. Donc on est rentré dans un processus assez lourd. Et en fait, nous, on était un peu le prototypiste de la bande, où comme vous le racontez, c'est-à-dire qu'on teste des trucs, on mélange, on fait ça de manière très artisanale. Et on n'a pas de laboratoire, on n'était pas capable de caractériser correctement les choses, et on s'est structuré petit à petit. Et là, on a décidé de créer, en fait, de formaliser cette démarche, parce que, en fait, déjà, faire du crédit impôt recherche pour une structure comme la nôtre, c'est complexe. C'est complexe, ça prend beaucoup de temps, il faut documenter, il faut archiver tout son travail. Et ça, le retour sur investissement, il n'est pas forcément, vous ne l'avez pas tout de suite, quoi. Même si vous récupérez un peu de crédit d'impôt, c'est très compliqué. Donc déjà, vous êtes obligé de passer par des cabinets, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc on a appris à faire ça. Et on n'a pas tout, ça limite les dégâts en termes d'investissement. Mais on a du coup collecté beaucoup d'informations, on a travaillé sur beaucoup de matériaux, et on a décidé de créer un espace dédié en fait à cette recherche pour essayer de le structurer au mieux. C'est pas un laboratoire scientifique, c'est un espace dans l'atelier qui garde ce côté très artisanal de bidouilleur, mais qui permet d'organiser des workshops avec des partenaires industriels, d'autres artisans, etc. Et on a appelé ça Labo Materia, et on a des machines, on a quelques... Et c'est très... ça vit, quoi, comme un... Mais on l'a séparé parce qu'on avait besoin
de ranger, d'archiver, de créer une matériothèque, de ne pas perdre, parce que quand vous êtes une petite structure et que vous faites plein de choses, bah vous faites un échantillon, vous le mettez sous un établi, et puis 2 ans après, on se dit, on avait déjà fait ça, mais on ne sait plus où il est rangé, ou s'il n'est pas parti à la poubelle. Donc voilà, on essaie de faire un effort pour structurer en fait toute cette démarche d'expérimentation et d'innovation. Et tout ça, on le fait aussi pour répondre en fait à un besoin qui est de collaborer avec des industriels ou des marques ou d'autres artisans pour mener à bien des développements dans le temps. C'est ce que vous disiez, il y a des espaces en fait de workshop possibles. Oui. C'est l'objectif Oui, aussi c'était l'objectif d'accueillir les gens chez nous. J'ai oublié de dire où vous étiez On est à Dijon. Alors du coup, on est en province. Donc, quand on a des artistes qui viennent des fois à résidence chez nous une semaine pour chercher des couleurs, bidouiller, chercher une finition, où on fait ensemble des choses et on construit un projet. Voilà. Donc ça, on voulait l'organiser un petit peu mieux et recevoir les gens. Puis il y a des problèmes de confidentialité aussi. Donc c'était d'organiser ça voilà, dans des espaces un petit peu plus professionnels, dédiés. Tout à fait. Et pour Guenry, en fait, tu m'as parlé d'un pôle métier d'art qui est en constitution ou, oui, alors, bon, c'est peut-être un peu le même schéma, mais peut-être plus modestement, avec beaucoup moins de recul, parce que ça date de décembre, hein, c'est tout récent. Mais effectivement... qui s'appelle ça s'appelle Métier d'art 91 en chiffres romains, c'est-à-dire XCI. Donc ça fait Maxi. Bon, voilà, ça fait un petit nom, mais ça s'appelle Maxi. Donc c'est une manufacture interne. On a fait venir un guénier, maroquinier, meilleur ouvrier de France, un des deux qui reste en France, et d'autres ressources internes. Et pour allier, enfin c'est ce que tu décrivais, c'est-à-dire des hauts savoir-faire, enfin des savoir-faire vraiment singuliers, une belle expertise, des capacités de recherche, d'exploration, à montrer que le métier évolue, continue, progresse, et une proposition créative. C'est-à-dire, faire évoluer le métier, c'est aussi apporter des nouvelles formes, et ça veut dire nouvelles techniques, nouveaux processus, des partenariats, etc. Mais aussi, il faut les mettre... il faut faire des propositions, enfin, il faut avoir des capacités de créer. Voilà, donc ça c'est nouveau chez Guenry, c'est tout nouveau. Ouais. Et du coup, ça structure des formations internes, ça structure. Alors, il y a plein d'avantages à cette nouvelle structure qui n'a pas encore de maturité économique, mais qui en aura une, j'en doute pas. Il y a une notion importante de motivation interne, parce que il faut bien voir que ce que je décrivais tout à l'heure chez Guenry sont des ouvriers, maroquiniers, guéniers, majoritairement des ouvrières d'ailleurs, qui ont un certificat, mais qui n'ont pas vraiment de perspective d'évolution. Et là, c'est en donner, c'est-à-dire en donner des perspectives d'évolution vers d'autres types d'objets, de production, de fabrication, peut-être des petites séries, des choses plus exigeantes, et peut-être d'autres secteurs que simplement le coffret, simplement entre guillemets, bien sûr, le coffret, l'écrin ou la PLV de luxe. Voilà. D'accord. Regarde, on va peut-être voir s'il y a des questions dans la salle, pour une fois qu'on a un petit peu de temps. Je voudrais juste insister sur le sujet du CIR et du crédit d'impôt innovation que tu as mentionné, Sylvain, parce que ça, c'est quand même un levier important qui n'est pas simple à mettre en œuvre, je te l'accorde. Ce n'est pas forcément adapté à toutes les structures, mais ça permet quand même d'avoir des crédits d'impôt avec un plafond qui doit être de l'ordre de 100 000 euros, je crois, si on atteint ces seuils. Si on répartit crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, la différence, c'est bien sûr le degré de recherche fondamentale qu'on va impliquer ou qu'on peut revendiquer, mais c'est des dispositifs importants et à mentionner, à rappeler. Il y a le CIMA, aussi qui nous on en fait, enfin pour 2025, donc qui est crédit impôt métier d'art, qui est assez intéressant justement là pour le coup pour des artisans c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans de la recherche, enfin, il y a moins de lourdeur dans la justification de ce qu'on fait. On doit juste justifier le fait de créer en fait un objet nouveau en fait, et ça participe un petit peu. Alors c'est pas le délire, hein, mais ça aide un petit peu à financer des prototypes ou des nouvelles collections, etc.
Et puis, puisque tu as commencé avec la notion de PV, c'est augmenté aussi quand on est au PV. Exactement. Puisque, en l'occurrence, l'idée, c'est d'être patrimoine vivant. Et ça dit pas mal ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est à la fois créateur de patrimoine, puisqu'une innovation, si elle ne se poursuit pas, c'est peut-être une innovation un peu morte ou un peu vide. Et voilà. Et quand elle commence à devenir un patrimoine, ça veut dire qu'elle se partage, qu'elle se transmet, etc., y compris au sein de l'équipe, puisque c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager avec ses collaborateurs. Et oui, d'être PV, c'est du taf un peu, c'est pas non plus complètement incroyable, mais ce sont des aides qui ont leur importance. Et surtout, il y a cette idée de... Moi, que j'aime beaucoup d'être à la fois patrimoine et vivant, et ce sont des notions importantes, je pense. Peut-être préciser, donc c'est un label, EPV, entreprise du patrimoine vivant. Comment on l'obtient, et parce qu'en fait c'est sur une durée, enfin, on doit renouveler le statut tous les 5 ans, et il y a une commission qui dit si on continue à avoir droit à ce label ou pas, ce qui est pas mal aussi de vérifier que entre l'intention de départ et puis l'évolution de l'entreprise, il n'y ait pas un changement de cap sur ce sujet-là. Hein, il y a un audit, ouais. Et donc tous les 5 ans, il faut renouveler faut refaire un dossier de renouvellement pour ce statut. Et voilà, donc, mais ça veut dire qu'il faut montrer qu'on est toujours, qu'on est toujours dans l'innovation et la recherche d'une manière ou d'une autre. Voilà. Qui gère en fait justement Ça a été compliqué. Ouais. Ça a d'abord été la SEMA à l'époque. Moi, j'ai fait partie des premiers labellisés, donc c'était en 2006. C'était la SEMA à l'époque, puis c'est devenu l'INMA, puis ça a été donné par les préfectures, puis ça a été le ministère je crois, de l'Industrie à une époque. Là, je crois que c'est retombé dans l'escarcelle de l'INMA. Je crois que c'est l'INMA maintenant qui s'en occupe. Non, c'est privé, non? Je crois que c'est privé. Oui, c'est ça. C'est une société suisse, une ou société, oui, c'est ça, oui. Et récemment, là, il y a quoi, 1 an ou ça, bon, voilà. Mais bon, c'est pas la peine de... Mais du moment que c'est là et que ça existe. Du moment que vous avez le label et puis le réseau qui va avec. C'est un réseau d'ailleurs qui se dynamise beaucoup. C'est une petite parenthèse, mais depuis, c'est en train de changer. Nous, ça fait 15 ans qu'on est labellisé et c'était un peu mou. Et là, on sent qu'il y a une dynamique complètement différente avec des synergies, la volonté vraiment de travailler ensemble. Il y a des regroupements qui se font et vraiment, on sent que c'est vraiment très intéressant. Donc hier, il y avait effectivement une conférence où étaient présentés notamment le réseau Excellence et les différentes associations. Est-ce qu'il y a des questions? Ben non, enfin moi je l'ai. Il y a des dessous de table, hein, comme tout le étage. Avec une autre personne ou quelque chose comme ça, non. Il y a des critères. Non, c'est une évaluation. Hein, ouais. Non, c'est vraiment un label, oui. Est-ce qu'il y a... Oui. Vous parlez des CIR. Je voulais savoir aussi, les entreprises comme les vôtres, quelle vision elles ont des chiffres et l'intégration des doctorants de différentes disciplines dans une entreprise comme la vôtre, aussi dans une volonté d'être à l'interface avec les laboratoires qui sont souvent victimes de leur isolement et de leur déconnexion à la fois du vivant, du manuel, mais aussi du marché. C'est un peu pour connaître votre avis sur ce genre de dispositif et comment vous vous placez. Je me permets. Alors, nous, on a été sollicités souvent pour prendre un doctorant. Alors, c'est vrai que pour une entreprise comme nous, artisanale, c'est quand même accueillir un jeune, lui donner assez il faut donner une consistance au projet et ça nous engage quand même sur du moyen terme et c'est pas évident. Maintenant, je trouve que c'est très enrichissant, c'est-à-dire que moi, j'aurais envie de le faire. Et je pense que pour les doctorants, c'est très intéressant, effectivement, d'être dans une recherche appliquée et de l'appliquer en plus au métier de l'artisanat qui sont en train de changer. Et il y a plein de choses à prospecter. Donc, après, c'est lourd, en fait, de partager un doctorant. Enfin, moi, je sais que je ne pense pas que notre structure serait capable de le faire.
Nous, on l'a fait aussi au début avec la projection. On a fait appel à des petits jeunes. Alors, ce n'était pas dans le cadre de leur doctorat, ils étaient déjà docteurs dans leur domaine, mais ils voulaient se confronter. Enfin, on a plutôt fait appel à de jeunes docteurs, en l'occurrence. Mais après, effectivement, les intégrer à part entière dans l'entreprise, c'est pas facile parce que nous n'avons pas des vocations à alimenter un temps plein sur des sujets comme cela. Ou alors, il faudrait leur dire, OK, on va se partager, tu fais 50% de recherche, 50%, tu mets la blouse, tu mets les mains dans le cambouis et tu découvres. Voilà. Parce que moi, j'ai eu un ingénieur à une époque comme chef d'atelier. J'ai trouvé qu'il lui manquait une dimension qu'on pouvait peut-être lui apporter et essayer de transmettre, qui est une notion extrêmement compliquée, qui est celle dont on a évoqué tout à l'heure, de l'intuition. Un bon ingénieur, je pense, c'est quelqu'un qui a une intuition, qui n'est pas que dans des chiffres et dans des analyses. Et c'est de savoir qu'à un moment donné, telle ou telle chose peut fonctionner, parce que ça va aussi lui donner une certaine dose d'audace. Et il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas un minimum d'audace. Donc, être confronté à la réalité, une autre réalité que la sienne, moi je pense que c'est aussi très important. Maintenant, de là, avoir un programme qui permette d'avoir des doctorants qui sont à la fois artisans d'art 50% du temps et ingénieurs l'autre partie du temps, c'est peut-être utopique. Mais bon. Ouais, et puis je rajoute que c'est peut-être difficile d'avoir une réponse générale sur ce sujet-là. Ça dépend énormément si on essaye vraiment de considérer votre question, hein, c'est-à-dire la place d'un doctorant CIFRE, c'est-à-dire l'entreprise qui prendrait une part de la rémunération du doctorant, qui accepterait que ce doctorant publie, hein, c'est-à-dire rédige des articles, participe à la connaissance. Parce qu'il faut voir que la recherche dont on parle ici, même si elle peut revendiquer en fait un crédit d'impôt au titre du CIR, c'est une recherche non seulement très appliquée, mais qui ne fait qu'avancer. Il y a rarement le temps de communiquer. Enfin, sauf peut-être aujourd'hui, comme on le fait là, mais ce n'est pas ça dont vous parlez évidemment ou que vous avez en tête. Il y a peu de place en fait pour des articles scientifiques, pour des conférences, ce genre de choses. C'est une vraie difficulté pour des entreprises de la taille, par exemple, d'Atelier Dauphard, l'entreprise de François Xavier. Donc vous êtes une quinzaine. On voit bien la difficulté que ça serait d'intégrer un doctorant là-dedans. Enfin, peut-être une taille supérieure, ça serait envisageable. C'est pas qu'une question, vous m'entendez bien, c'est pas qu'une question d'état d'esprit, hein, c'est aussi après en pratique comment ça se passe. Nous, on a une expérience avec un doctorant. Quand on a fait le FUI, c'était un dispositif en fait d'aide publique qui était financé par, il y avait des fonds européens aussi, et c'était des laboratoires de recherche. On se regroupait un gros industriel et des PME en fait. Et là, on avait souvent dans les universités, les chefs de projet qui représentaient les universités étaient des doctorants et on travaillait, mais c'était porté par tout le monde. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment alimentés par, on était 4 ou 5 acteurs et du coup, c'est pas nous qui portions tout seuls. Tu parlais de la communication, etc. Il y a aussi ce côté confidentialité ou ce côté brevet peut-être aussi qui est dans vos projets. Est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus? Parce que je pense que vous avez déposé des brevets notamment. Alors nous, on n'a jamais déposé. Alors on a, par exemple, quand on a travaillé avec Lafarge sur le ductal, on a travaillé sur un procédé de fabrication qui a notamment servi à faire la fondation LVMH. C'est un projet, on a mis 6 ou 7 ans à mettre au point en fait le procédé et à le transférer chez l'industriel qui à l'époque était Bonasabla et qui a produit en fait le parement de la façade de la fondation. Typiquement, on n'était pas capable de porter les coûts d'un brevet. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a dit à Lafarge, allez-y. On est resté inventeur pour histoire de dire on est inventeur, mais ça nous est arrivé plein de fois parce qu'on est en incapacité de défendre en fait aussi ce genre de... C'est-à-dire le breveté, bon, ça coûte. Puis après, si demain en face, vous avez un gros qui vient vous titiller, il faut encore avoir la capacité de répondre. Hein. Et puis, bon, et après, il y a d'autres manières de protéger, mais c'est vrai que c'est un sujet très sensible. Il y a l'antériorité quand même. On peut essayer au moins de protéger l'antériorité, ce qui va permettre mais c'est ce qui peut rendre aussi, je pense, presque l'intrusion de personnes extérieures compliquées pour des projets et des structures comme les nôtres. C'est qu'on se dit qu'à peine
le fruit de nos recherches prêt à être cueilli sur l'arbre, que ça y est, c'est déjà divulgué, c'est déjà réutilisé, c'est déjà voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et effectivement, on n'a pas les capacités financières d'assumer des coûts qui sont assez rédhibitoires. Donc là aussi, c'est assez artisanal dans le sens figuré du terme. Chez Gannery, on fait l'exercice, mais c'est vraiment un exercice. On a déposé 3 brevets sur différents. On fait l'exercice de déposer un brevet international pour voir effectivement voilà, en gros, si ça vaut le coup d'afficher ça, parce que c'est aussi, enfin, c'est sûr que défendre un brevet, c'est très compliqué. Je crois que personne n'en a envie, ça emmène très loin. Donc c'est revendiquer en fait un périmètre, c'est afficher le fait qu'on fait de l'innovation, mais c'est très coûteux. Enfin, si c'est juste pour ça, c'est très coûteux. Et sans parler du fait, comme tu le dis, qu'on divulgue tout dans un... Enfin, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup d'inconvénients au système, quoi. Voilà. Donc, nous, on est en train de pousser l'exercice jusqu'à l'internationalisation, mais conviction limitée, modérée. Malheureusement, on vient de me faire signe qu'il faut conclure. un autre talk est juste derrière nous. Je vous remercie de votre présence. J'espère que ces 3 exemples très différents pourront témoigner justement du dynamisme et de l'importance en tant que moteur de développement de l'innovation au cœur des entreprises du patrimoine vivant. Merci à vous. Merci à vous.